Donc oui, aujourd'hui webinaire sur s'adapter pour convaincre, comment bien construire un pitch deck avec Dominique, qui va nous parler un petit peu de ce sujet important, mine de rien, parce que quand on veut aller présenter son projet auprès d'investisseurs, alors investisseurs, ça ne veut pas forcément dire euh, des business angels, hein, ça peut être aussi des proches dans un premier temps, puis d'autres types d'investisseurs. Comment est-ce qu'on adapte son discours pour convaincre tout simplement les gens de mettre de l'argent sur notre projet pour pouvoir mener à bien après le projet tout simplement. Exactement. Exactement. Donc aujourd'hui, on va parler de ça, le pitch deck. Donc, on va dire une présentation souvent faite sur PowerPoint de votre projet. Et effectivement, on va voir que vous allez pouvoir utiliser, ça c'est un très bon outil pour communiquer. Et vous allez pouvoir l'utiliser dans de nombreux cas, mais voilà, que ce soit pour présenter votre projet au début dans un cercle relativement proche, mais aussi quand vous allez pitcher devant un business angel, des VC, ou même des fois un banquier, ou la BPI, un peu dresser justement l'état des lieux de tous les cas et du coup des adaptations qu'il faut faire en fonction de qui vous voulez convaincre. Donc, au programme, donc tout d'abord effectivement connaître sa cible, on va voir que c'est très important. Voilà, malheureusement, ça demande beaucoup plus de travail parce qu'on ne peut pas juste faire un pitch deck et utiliser toujours le même pour tous les cas de figure. Il faudra quasi systématiquement retravailler le pitch deck pour le faire coller à l'interlocuteur que vous voulez viser. Ensuite, je vais vous présenter donc les règles générales d'un bon pitch deck, on va dire ce qu'il faudra à peu près tout le temps faire et tout le temps garder à l'esprit quand vous concevez. Et après, les trois principales parties à Boîtier, la mettre en fenêtre vue de dans un pitch sécurité. deck. D'abord, l'explication du pain point. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous faites tout ça, justement? C'est quoi le problème que vous avez décelé et auquel vous voulez répondre? Le marché. Ok, vous voulez répondre à ce problème, mais ce problème, il concerne qui? Combien de monde? C'est quoi le volume? Et du coup, en fait, le chiffre d'affaires derrière, hein, vous l'aurez bien compris, le marché, ça permet de déterminer justement le chiffre d'affaires qu'on peut prévoir. Et pourquoi vous? Parce que bon, mais voilà, hein, visiblement, le pain point, il devrait sauter aux yeux. Le marché, bon, ben voilà, il suffit de faire quelques recherches, mais du coup, pourquoi est-ce un investisseur placerait ses billes sur vous et votre entreprise? Qu'est-ce que vous avez qui vous démarque? Voilà. Donc, nous d'abord, qui sommes-nous? Donc, Rémi, je te laisse peut-être présenter un peu la boîte d'abord. Oui, pour ceux qui nous connaissent pas, alors après on a pas mal d'habitués là sur le sur le webinaire, mais donc on est un studio un studio de développement. On accompagne les entrepreneurs sur leurs projets de lancement de start-up, de création d'applications, développement de MVP, euh, de projets d'intelligence artificielle, etc. Et puis aussi Innoasis. Donc Innoasis, on est un espace de coworking dans le sud de la France, donc à côté de Marseille. Et, euh, et puis voilà quoi. Alors, exactement. Donc là, aujourd'hui, justement, par rapport à la dernière fois où j'avais fait une présentation, donc pour rappel, hein, du coup, je suis associé avec Rémi, mais aussi expert comptable en exercice. Donc la dernière fois, ma présentation portait beaucoup plus sur mon expérience avec la casquette expert comptable, on va dire, et commissaire aux comptes. Là, pour le coup, aujourd'hui, ça va beaucoup plus être un retour dans le cadre de l'entrepreneuriat, parce que quand on crée des entreprises, notamment dans le milieu de la startup, on va dire, le pitch deck, ça devient un exercice très commun qu'on a décliné. Je pense que rien que pour notre premier projet, on doit en être à au moins une dizaine de pitch decks différents, élaborés justement en fonction des situations. Et on va parler du coup de tout ça. Donc, premier point, peut-être le plus important, bien connaître sa cible. Ça paraît bête dit comme ça, mais il faut bien que vous ayez conscience quand vous allez présenter votre projet, de savoir à qui vous vous adressez et surtout la personne à qui vous vous adressez, qu'est-ce qu'elle attend de vous et du coup orienter votre discours. Voilà, un premier exemple peut-être assez évident, on en avait déjà un peu parlé lors du précédent webinaire, mais typiquement, quand vous êtes une startup, que vous allez présenter votre projet à un VC, donc l'agent d'un fonds donc, qui est mandaté par le fonds pour faire des investissements, il n'attend pas du tout la même chose qu'un business angel. Du coup, si vous avez le même discours
pour un VC que pour un business angel, le VC, en fait, ça l'intéressera sûrement pas. Il va pas falloir que vous insistiez sur les mêmes éléments. Pourquoi? Parce qu'ils ont des intérêts contraires. Un VC, typiquement, il cherche à faire une très forte rentabilité. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est faire au moins du x10. Donc, si vous insistez pas sur votre marché et le potentiel qu'a justement votre marché, le VC va pas perdre du temps parce qu'il y a ça aussi. Donc là, j'ai sorti une stat, mais bon, c'est trouvable facilement. Ça change un peu tous les ans. Et là, visiblement, d'après les dernières études, en moyenne, un VC passe 2 minutes 42 sur un deck pour faire son avis. Donc c'est très court, très resserré. Donc si vous, dans votre pitch deck, vous n'allez pas à l'essentiel, et s'il ne retranscrit pas directement on va dire, ce qui va accrocher l'intérêt d'un VC, bah, ça ira pas plus loin parce voilà, faut bien comprendre, il y a énormément, enfin, on va dire l'entrepreneuriat de manière générale et encore plus le milieu des startups, c'est quelque chose qui est très en vogue depuis maintenant depuis de nombreuses années parce que très médiatisé, il y a beaucoup de success stories qui du coup donnent envie à chacun de se lancer. En plus, l'État met beaucoup de moyens, donc il y a beaucoup d'aides. Donc c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de se lancer dans une startup que ce que ça a été il y a 20 ans, on va dire. Donc les VC, eux, ils reçoivent de plus en plus de sollicitations, donc ils ont très peu de temps pour les traiter. Donc là, typiquement, un VC, lui, ce qu'il veut savoir, c'est s'il pourra faire x10 avec votre projet. Donc si vous avez un projet, par exemple, qui semble incroyable, mais qui touche une population très niche et que, bon, on va dire, aujourd'hui, vous faites, j'en sais rien, moi, 100 000 euros de chiffre d'affaires, mais que vous demandez 1 million d'euros, mais qu'en fait, votre marché, le cap de votre marché, c'est 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, le VC, en fait, lui, il ne trouvera pas son compte. Ou il trouvera à peine son compte. Il faudrait que vous ayez la 100% de votre marché pour qu'il arrive à être rentable sur son investissement. Un business angel, par exemple, c'est souvent différent. Les business angels, la plupart du temps, c'est d'anciens businessmen qui, on va dire, mettent la casquette de business angel un peu pour faire un semblant de mécénat et pour un peu diversifier leurs investissements. Ils recherchent plus, au final, l'aventure du projet que vraiment une forte rentabilité parce que ils ont moins de pression, on va dire, économique derrière. Donc eux, ils seront plus intéressés par pourquoi ce projet, à quoi ça va servir vraiment, l'impact, les projets impact. Voilà, tout ça, ce sera assez important. Et justement, par exemple, quand on parle de projet impact, donc c'est des projets qui ont souvent un impact sociétal. Ça, typiquement, si votre projet est dans cette catégorie, ça sera particulièrement important pour vous de cibler les bonnes personnes à qui présenter votre pitch deck. Parce que par exemple, si vous êtes, on va dire, si vous êtes par exemple dans la santé et vous voulez vraiment avoir une startup qui révolutionne un peu ce milieu pour sauver des vies, faciliter l'accès à certaines médications, etc. Donc là, typiquement, on est dans une startup à impact. Peut-être que justement, la rentabilité, ce ne sera pas du tout quelque chose, on va dire, au rendez-vous tout de suite. Donc les VC, ça ne va pas spécialement les intéresser. Et les business angels, si ce n'est pas leur créneau, le médical, etc., pareil, ça ne les intéressera pas. Donc cibler en amont qui vous allez démarcher, c'est très, très important. Donc maintenant qu'on sait ça, comment est-ce qu'on fait le pitch deck? Donc les règles générales. Déjà, il faut rester concis. 10 à 15 slides. Déjà, 10 slides, pour moi, ça fait un peu beaucoup. Ça dépend bien sûr des projets. Et voilà. Au-delà, de toute façon, vous ne serez pas lu. Comme ça a été montré avant, les VC, ils ont 2 minutes 40 pour lire un pitch deck en moyenne. Mais on retrouve à peu près ces statistiques partout. On va dire, ça reste des milieux assez informels. Il n'y a pas toutes les procédures qu'il peut y avoir, par exemple, quand vous allez solliciter un prêt auprès d'une banque. Là, on va dire, ils prennent plus de temps. On va dire, ils ont des formalismes beaucoup plus imposés. Là, on n'est pas du tout dans ça. Et du coup, quel que soit à peu près toujours aller à l'essentiel et faire attention justement au format de votre présentation. Par exemple, on va dire une des exceptions à laquelle je pense, c'est quand vous allez pitcher par exemple devant la BPI. Souvent, la BPI, c'est des rendez-vous d'une demi-heure. Là, au contraire, il faut avoir suffisamment de consistance dans votre deck pour tenir une demi-heure.
Donc, à vous de vous adapter justement à la situation. Connaître sa cible pour la convaincre. Donc ça, on en a déjà parlé. Mais c'est évident. Donc, un VC, un business angel, on en a parlé. Par exemple, la BPI, eux, ce qu'ils vont chercher à voir, c'est l'innovation dans votre projet au-delà des autres impacts que le marché. Enfin, la BPI, ils s'en fichent. Enfin, ils s'en fichent. Ils sont contents pour vous, mais on va dire les perspectives business à 4-5 ans que vous êtes convaincu de faire fortune, bon, ils sont contents pour vous, mais c'est pas tellement ça qu'ils cherchent. Ils financent de l'innovation, donc ils veulent qu'il y ait une forte innovation derrière. Il faut insister sur ça. Ou inversement, mais une banque, pareil, une banque classique, si dans votre projet vous allez démarcher un banquier, lui, ce qu'il veut, c'est être sûr que vous remboursiez. Donc il faut réussir à démontrer que le projet soit n'est pas si risqué, soit qu'il y a des garanties suffisamment fortes parce que, par exemple, vous allez financer de l'immobilier et du coup, ils pourront avoir des garanties sur l'immobilier. Donc, même si votre projet se casse la gueule parce que trop bancal, de toute façon, le banquier récupérera le bien immobilier, donc ne sera pas perdant. Rendre le projet sexy, le fameux FOMO, donc se rendre désirable, on va dire, le projet désirable. Il faut faire susciter l'envie. On s'en rend compte, c'est très important, notamment dans les relations avec les VC ou les business angels. Il faut réussir à se rendre attractif, à faire parler de soi, justement à susciter le désir. Alors là, on rentre vraiment, on est beaucoup plus dans le persuader que dans le convaincre, on va dire, mais c'est vraiment important. Je veux dire, par exemple, on avait eu le retour, alors je ne me souviens plus le nom de l'entreprise, mais où eux, pour leur campagne de VC, ils avaient fait une campagne LinkedIn, mais en inversé, où ils demandaient rien, mais ils présentaient leur entreprise et ils avaient surtout ciblé en fait sur leur réseau énormément de VC avant de lancer leur campagne LinkedIn. Et au final, c'est les VC qui les ont directement approchés en disant « Ah, mais c'est vrai que ça a l'air super bien, le projet, et vous ne cherchez pas des financements, etc. » Ils ont réussi à un peu inverser la balance. Et du coup, en plus d'améliorer vos chances de concrétiser, ça vous donne aussi beaucoup plus de poids lors des négociations qui sont, mine de rien, quelque chose de très important pour la suite de votre projet, parce que c'est pas le tout de lever des fonds. Des fois, il vaut mieux ne pas lever que mal lever. Il peut y avoir d'énormes écarts pour la vie de votre structure à court et moyen terme, si certes vous levez de l'argent, mais dans des conditions qui sont médiocres. Et ça se joue lors des négociations. Et le fait que votre projet soit plus ou moins attractif et que le VC ne veuille pas passer à côté de votre projet, ça vous donne forcément beaucoup plus de poids dans la négociation. Enfin, expliquez le quoi et le pourquoi, et pas le comment. Il faut bien que vous ayez conscience, dans 95% des cas, quand vous allez parler à un banquier, à la BPI, à un VC, à un business angel, le comment, c'est-à-dire la partie technique, ça sert à rien d'insister dessus parce que de toute façon, votre interlocuteur n'aura pas les connaissances, le savoir pour déceler un peu le fond de l'innovation et se dire « Ah oui, effectivement, c'est vraiment impressionnant. » De toute façon, c'est pas leur domaine. Voilà, les seules exceptions, ça va être, on va dire, à moindre mesure la BPI, parce que eux, on va dire, cherchent quand même cette innovation. Donc même sans rentrer dans les détails purement techniques, parce que là encore, ça dépasse leur connaissance la plupart du temps. Quand même, on va dire l'évoquer. Et par contre, la grosse exception, c'est quand vous allez pitcher pour vos demandes de crédit d'impôt recherche, ce qui peut arriver, parce qu'en fait, les impôts mandatent un expert, et là, pour le coup, l'expert, lui, va rentrer dans le détail et attend que justement, vous rentrez dans le détail avec lui. Mais à part ces exceptions, toujours garder en tête, mais c'est un peu contre nature souvent pour les entrepreneurs, parce que vous, c'est souvent ça qui vous plaît le plus, l'innovation, ce qui est logique, parce que c'est là où vous apportez au final quelque chose, votre savoir, votre réflexion. Mais il faut avoir en tête, c'est pas ça qui va intéresser vos investisseurs. Eux vont beaucoup plus se concentrer sur, par exemple, le pourquoi. Ok, d'accord, c'est très bien de faire ça, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et ça nous amène justement à la première partie, donc l'explication du pain point. Alors, donc ça, ce sera souvent la première partie de votre pitch deck, qui
peut être découpé donc en plusieurs diapos. À mon sens, le mieux, c'est toujours de faire une diapo par point. Donc d'abord, la présentation juste avec le logo de votre société, un one-liner qui donne envie justement d'aller découvrir la suite et, du coup à votre interlocuteur de lire l'entièreté du pitch deck. Ensuite, tout de suite exposer le problème. Donc justement, le pain point. Qu'est-ce que vous avez identifié dans le marché aujourd'hui qui peut être vérifié et observable par tous et qui relève qu'il y a vraiment un gros problème aujourd'hui, quelque chose qui est manquant, soit qui est aujourd'hui problématique pour les utilisateurs ou le public, etc. Ça, c'est vraiment très important, il faut que ça saute aux yeux dans votre pitch deck, parce que c'est vraiment le pourquoi est-ce que vous existez. Voilà. On a vu qu'il y avait ce problème, c'est évident. Maintenant, on va essayer d'y amener du coup une solution. Donc ça sera souvent la slide après. Maintenant que vous avez identifié ce problème, qu'est-ce que vous voulez amener au marché pour le résoudre? Encore une fois, faut vraiment. C'est pour ça que quand Rémi disait par exemple de montrer votre pitch deck au début à votre entourage, c'est important. Parce que justement, il faut que pour n'importe qui, un non-initié, même si vous répondez à un problème qui des fois d'ailleurs souvent va être très spécifique, ou qui peut paraître obscur, il faut réussir à rendre ça suffisamment simple et limpide pour que ça saute aux yeux de tout un chacun en fait. Donc voilà, je vous encourage à pitcher au début avec vos parents, votre femme, vos amis, votre entourage, vraiment ne pas hésiter à les solliciter, parce que si eux déjà vous n'arrivez pas à les convaincre et que il y a des choses ici par exemple qui leur semblent pas évidentes, ou coulées de source, ou qu'ils ont des remarques, ça sautera pas non plus aux yeux des VC ou des business managers. Donc ça, c'était la première partie du pitch deck. La deuxième partie, là maintenant, on va s'attarder sur la présentation du marché. Donc là, vous l'aurez compris, par exemple, c'est une des parties les plus importantes, notamment pour les VC. Là encore, ma recommandation, c'est chaque élément de le séparer en une ou plusieurs slides en fonction de la quantité de choses que vous avez à dire. Mais souvent, une slide, ça devrait suffire. Donc, première chose, le market, donc le marché. Ça va être très pertinent quand vous allez lever des fonds de savoir en fait où vous mettez les pieds. Je l'ai déjà, on va dire, un peu évoqué en amont. Si vous voulez lever 1 million d'euros pour aller conquérir un marché qui pèse 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, il n'y a personne qui vaudra 1 million d'euros. Parce que mathématiquement, vous ne pouvez quasiment pas être rentable. Maintenant, si vous demandez 1 million d'euros pour aller sur un marché, même si qui va forcément être des fois beaucoup plus concurrentiel, mais qui pèse plusieurs milliards d'euros au travers le monde et qu'il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas vous arrêter, que vous arrêtiez aux bornes françaises ou européennes, forcément, il y aura un beaucoup plus fort écho. Parce que, on va dire, déjà, le risque est moindre, parce que même si, entre guillemets, vous sous-performez et que vous n'arrivez à conquérir que 1, 2, 3% du marché, déjà, on sera dans des chiffres tout à fait acceptables. Et en plus, si vous arrivez à être dominant sur le marché, à vraiment changer le marché, forcément, ça va être là, on va réussir à arriver dans des licornes et autres. Donc ça, c'est une donnée très importante. Ça nécessite que vous fassiez, on va dire, une partie de recherche pour vraiment identifier, et surtout identifier le marché dans lequel vous êtes. Parce que des fois, c'est pas toujours si simple de bien comprendre où est la valeur dans le marché. Il y a plein d'exemples business, on va dire, au travers l'histoire entrepreneuriale. Mais sous l'apparence d'aller, on va dire, vraiment dans une direction, en fait, des fois, le cœur de votre marché, ça peut être quelque chose d'assez différent. Donc ça, il faut vraiment vous poser ces questions justement en amont pour ensuite les présenter. Deuxième élément, l'attraction. Alors là, pour le coup, ce ne sera pas toujours le plus facile à démontrer de votre côté, parce que ça dépend énormément de où est-ce que vous en êtes dans votre projet. Mais si vous avez des éléments pour démontrer qu'il y a déjà une traction marché, c'est très très important de les faire retranscrire.
Ça peut prendre à peu près n'importe quelle forme, ça dépend des actions que vous avez mis en œuvre. Ça peut être une croissance de chiffre d'affaires, en disant: «Ben voilà», ça peut être une croissance du nombre d'utilisateurs, ça peut être une captation des utilisateurs. Par exemple, il y a certains marchés où, ben voilà, le cœur justement de leur valeur ajoutée, c'est la fidélité de leurs clients. C'est la moyenne d'un client, et de par exemple, si la moyenne de votre client, hem est beaucoup plus élevée que dans le reste du marché, forcément, du coup, vous avez une captation de valeur, bien plus grande. Ça peut aussi être des retours de campagne que vous avez faites. Si par exemple, vous avez pour tester, enfin, je sais pas, l'attraction sur, des ads, Google, vous avez investi, 1 000 € dans les ads Google. C'est bon, bien sûr, si les résultats sont médiocres, vous n'allez pas les exposer dans votre pitch deck. Mais si vous avez des résultats, plutôt intéressants, c'est quelque chose à mettre en avant et à appuyer en disant: «Beh, voilà, on pense qu'on a trouvé il y a une traction, on a trouvé en plus un bon moyen de l'exploiter», donc ça va être les ads Google. On s'est rendu compte que, par exemple, pour, 1 000 € investis, on a réussi à avoir 10 clients qui représentent un revenu mensuel ou annuel de, voilà, le fameux MMR, de temps. Une fois que, du coup, vous avez ça, bah, il n'y a pas de raison que si au lieu de mettre 1 000 €, vous mettez 100 000 €, que vous fassiez pas un facteur 100. Bien sûr, vous ne ferez pas un facteur 100 parce qu'il y a des perditions il y a plein de raisons qui font que c'est pas aussi simple, mais c'est quand même une bonne preuve pour votre investisseur de dire: «OK, vraisemblablement, je ne vais pas complètement à l'aveugle, il y a quand même une petite preuve que, ça peut marcher». Enfin, élément très important, le business model. Donc maintenant que vous avez montré, qu'il y a un problème, que vous allez apporter une solution, que le marché est gros, qu'il y a une traction, comment vous vendez exactement? Pourquoi ce business model? Pourquoi est-ce que c'est un bon business model? Ça, c'est très important. Parce qu'il faut bien comprendre, l'innovation d'ailleurs des fois peut résider dans le business model. Par exemple, on va dire toutes les plateformes de SVOD qui, au final, on va dire vont sur le marché, de l'audiovisuel, du cinéma et cetera. Une de leurs principales innovations au final, c'est le business model. Je veux dire, c'est quelque chose qui se faisait très peu avant et maintenant qui est monnaie courante. Mais, ça serait pas du tout la même exploitation et peut-être justement la même traction et le même marché et et si, au lieu d'être des systèmes d'abonnement, c'était des systèmes où à la consommation comme pouvaient l'être, des vidéoclubs avant ou, des plateformes de SVOD, voilà, ce genre de choses. Donc ça, très important que la slide de votre business model soit aussi le plus clair et le plus limpide possible, même si des fois votre business model va être compliqué du fait de votre activité. Il y a des business models, qui mécaniquement sont très complexes. Il faut réussir à les rendre simples. Voilà, faut pas mettre trop de chiffres, et cetera. De toute façon, encore une fois, un pitch deck, c'est là pour capter l'attention. Je veux dire, vous lèverez jamais de l'argent juste avec votre pitch deck. Par contre, ça amorcera la discussion. Donc ensuite, libre à vous, enfin, peut-être lors des entretiens après, où on vous demandera plus de détails, et cetera, sur les conditions précises, et cetera. Mais dans un pitch deck, il faut juste que vous soyez le plus clair possible pour qu'on comprenne comment ça va marcher. Dernière partie, d'un pitch deck, on va dire, dernière, oui, partie, le pourquoi vous. Donc, là, on va dire, c'est peut-être, la vision enfin la partie la plus, justement, personnelle qu'il va falloir que vous fassiez. Donc encore une fois, pour chaque élément, je vous conseille une slide, minimum une slide et si possible pas plus. Tout d'abord, exprimez votre vision. Pourquoi vous faites ça? Comment vous allez le faire? Faut vraiment qu'on ressente votre personnalité qui s'exprime à travers cette slide. Surtout si vous êtes, en stade très early. Il faut bien avoir conscience,
un investisseur, quand vous êtes en pré-seed, c'est-à-dire quand justement vous avez quasiment pas de chiffre d'affaires, pas encore de preuve de traction, etc., les deux éléments qui vont le plus l'intéresser, c'est le marché, on en a parlé parce que c'est le potentiel, et ensuite, c'est vous et votre équipe. Parce qu'en fait, en soi, il n'y a aucune idée qui vaut quoi que ce soit pour elle-même. La seule chose qui vaut quelque chose, c'est vous et on va dire votre envie et les moyens que vous allez vous donner pour atteindre vos objectifs. Mais en soi, si par exemple vous êtes convaincu de révolutionner le monde du HCR par exemple en externalisant une partie ou par exemple, je sais pas, en fournissant des légumes prédécoupés, ce genre de choses. Peu importe. Ça peut être une très bonne idée et quelqu'un du milieu va dire effectivement, mais c'est génial si ça existait, mais je le ferai tout de suite. Sauf qu'en fait, quand vous pitchez et que vous levez des fonds, on va pas juste vous donner de l'argent pour cette idée, mais surtout vraiment la question de pourquoi est-ce que c'est vous la meilleure personne à qui confier cet argent pour réaliser le projet que vous venez d'expliquer. Ça peut être par des connaissances métiers. Voilà, vous avez été, pour continuer sur l'exemple de la restauration, vous avez été restaurateur pendant 10 ans, ou votre femme tient un restaurant et vous travaillez avec elle, ou peu importe. Mais il faut vraiment que ça retranscrive dans votre pitch deck, sinon, en fait, les investisseurs vont dire ah oui, ça peut être une bonne idée, mais bon, en tout cas, c'est pas sur ce cheval-là que je vais parier, même si l'idée est bonne. Donc ensuite, présentez votre équipe, parce que souvent, vous ne serez pas seul. Alors même si c'est au tout début, c'est rare d'être un seul associé, et ça peut être déstabilisant pour un investisseur, parce que on va dire, faut avoir conscience que se lancer dans le monde de la startup, ça demande énormément de temps et de travail. Donc si vous êtes seul, on va dire, souvent, on va dire, quand on pourra penser que ce sera compliqué d'avoir suffisamment de temps et d'énergie à dégager avec une seule personne pour pouvoir remplir toutes les choses au final qu'il y aura à faire. Donc c'est très important, surtout si vous avez une équipe, de bien présenter tout le monde, les atouts de chacun et pourquoi justement votre équipe que vous avez constituée, ou vous et vos associés, etc., pourquoi vous êtes la Dream Team pour réaliser le projet que vous venez de présenter. Enfin, on va dire une des dernières slides, la demande, la somme que vous demandez, que vous voulez lever, et les contreparties que vous proposez. Ça peut être, voilà, lors de cette campagne de financement, nous cherchons à lever 4 millions d'euros pour ouvrir notre capital de 15%. Pourquoi c'est important aussi? Ça peut être aussi important d'expliquer où est-ce que vous en êtes dans votre levée. Il faut bien avoir conscience, surtout quand vous allez vous adresser avec des business angels, mais même avec des VC. Des fois, ce ne sera pas un seul interlocuteur qui fera 100% de la levée. C'est-à-dire, vous dites que vous voulez 4 millions, que vous levez 4 millions d'euros, autant il y a un business angel qui va vous dire moi je suis OK pour 500 000. Reste à trouver du coup 7 autres business angels qui sont prêts à mettre autant, ou bien sûr pas les mêmes parts. Et il ne sera pas d'accord pour mettre la totalité, il sera d'accord pour mettre qu'une partie. Et là, justement, c'est important de rassurer en disant voilà où est-ce qu'on en est. Par exemple, on demandait 4 millions d'euros. On a déjà levé 2,7 millions au travers de 8 business angels. Voilà. Est-ce que vous rejoignez l'aventure? Et là, on revient aussi sur la partie rendre le projet sexy, attractif, justement, savoir susciter un peu on va dire la peur de manquer l'occasion de la part des investisseurs en disant ah oui, il y a déjà beaucoup, au final il reste plus beaucoup de place, si je le loupe, j'ai pas envie d'avoir de regrets. C'est ce sentiment-là qu'il faut réussir à générer auprès des investisseurs. Enfin, les dernières slides qui sont un peu, on va dire, le passage obligé. Donc ça sera la roadmap où justement vous allez un peu étayer ce que vous voulez faire, on va dire, une fois que vous aurez levé. En général, on la découpe par trimestre. Sur 1 ou 2 ans, ça sert à rien d'aller non plus trop loin, parce que de toute façon, vous n'avez pas de boule de cristal. Par contre, c'est important aussi de l'orienter business et pas que technique. C'est-à-dire, vous allez dire, par exemple, voilà, premier trimestre, lancement d'une campagne
d'une campagne Google Ads, puis deuxième trimestre, fin du développement de la partie du bloc intelligence artificielle du projet, etc., etc., mais de le mettre en parallèle avec vos chiffres. Premier trimestre, on vise d'avoir tant d'utilisateurs pour un chiffre d'affaires estimé annuel de temps, puis deuxième trimestre, etc., troisième trimestre, et on continue. Et enfin, une dernière slide, là, vraiment purement formelle, avec voilà, les contacts pour que l'investisseur qui est sensible, on va dire, à votre deck, puisse revenir vers vous et aller plus loin justement dans les négociations. Encore une fois, ce ne sera pas juste, on va voir votre deck, vous allez lever des fonds, mais ça amorcera le processus en fait. Et du coup, voilà, on a fait le tour pour un pitch deck réussi. Donc, si je résume, 3 grandes parties. Chaque grande partie, au final, ça représente entre 3-4 slides. Et du coup, on arrive à notre dizaine de slides voulus pour avoir un pitch deck qui soit à la fois concis, qui ait un bon déroulé logique et aussi habituel, parce que ça, on en parlait par exemple lors d'un précédent webinaire qui était animé par Ambre, mais répondre aux attentes qui sont habituelles, c'est aussi important, parce que si vous vous démarquez, d'un côté, c'est bien, vous pouvez, on va dire, susciter de l'attention, mais il faut toujours garder en tête, est-ce que cette, on va dire, se différencier, mais rester clair, compréhensible, concis, etc. Par exemple, c'est plein de codes, on va dire, qui sont faits d'une certaine manière. Si vous commencez, par exemple, directement en présentant l'équipe sans encore avoir présenté ni le pain point, ni votre projet, ni le pourquoi, certes, ça sera innovant, mais ça risque aussi de désarçonner l'interlocuteur qui va se dire mais attends, d'accord, très bien, ils ont une équipe avec plein d'ingénieurs informatiques, mais est-ce que c'est vraiment ça l'équipe qu'il faut? Parce que pour l'instant, je ne sais pas ce qu'est le projet. Donc voilà, pour la présentation de comment construire un bon pitch deck. Donc merci de votre écoute. Maintenant, on va pouvoir passer aux questions et peut-être rentrer un peu plus, on va dire justement au cas par cas, si vous avez des exemples ou des Ouais. conseils un peu précis. Alors avant les questions, En j'aurais comptant que bien sûr. Vas-y. ouais, vas-y. Avant les questions, j'avais peut-être quelque chose à rajouter. Alors peut-être j'ai loupé l'info. Tu l'as peut-être dit, mais aussi pour résumer sur ce qu'il faut faire pour le pitch deck, il y a un point aussi très important et qui donne vraiment le ton sur votre pitch deck, c'est l'histoire que vous allez raconter dès le départ de votre pitch deck, dès l'introduction. Si l'histoire n'est pas la bonne, si la backstory de votre projet n'est pas la bonne ou n'est pas bien racontée, vous allez endormir vos auditeurs et ça sera perdu. Pour la suite, ça sera perdu. Ça sera très très compliqué d'aller les retrouver. Et c'est vraiment important pour moi, vraiment d'aller chercher vos auditeurs directement avec une histoire. Pourquoi est-ce que vous faites ce projet? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous a, quel est le petit coup de pouce du destin qui vous a poussé sur cette route-là? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Quelle expérience vous avez eue avec d'autres projets, on va dire, similaires, concurrents, avec lesquels vous avez eu des expériences et qui vous ont poussé à vous dire, ok, peut-être que je devrais faire ça exactement. Donc Aurélien qui dit le storytelling. Voilà, le storytelling en introduction est vraiment super, super, super important. Ouais, tout à fait d'accord. Après, le storytelling, ça passera beaucoup plus par la manière dont vous allez pitcher que dans votre pitch deck, on va dire, euh, dans votre objet PowerPoint que sera votre pitch deck. Mais effectivement, on va dire dès le départ, tac, voilà, pour rappel, première slide, voilà, le sexy one-liner, ça, on va dire, ça paraît tout bête, parce que ça sera juste votre première diapo, mais en général, c'est une des plus dures, par exemple, à trouver, le comment catcher tout de suite faire comprendre l'identité, le pourquoi on est là. Ça passe aussi, bien sûr, par le look de votre pitch deck. Il faut que ce soit à la fois joli et identifiable, que ça retranscrit justement
la personnalité du projet. Du coup, j'ai vu qu'il y avait Ouais, une pour les première questions, une petite question d'Aurélien qui te demande pour évaluer l'attraction, est-ce que le mieux c'est de faire une étude de marché pour pouvoir segmenter les cibles, principales, secondaires, etc. Alors, pas vraiment. En fait, une étude de marché, c'est très bien, mais l'étude de marché, ça va plutôt montrer la partie market, de savoir qu'est-ce qui existe. C'est-à-dire, on va faire une étude de marché, par exemple, on va se dire: «OK, ben, voilà, on vise, je sais pas, par exemple, on vise, les jeunes entre, 25 et 35 ans, heu, parce qu'on va dire c'est à peu près notre segment, notre cœur de cible. On a fait une étude de marché, on voit qu'il y en a 40 qui ont ce besoin. Sur les 40 qui ont ce besoin, il y en a 70 qui seraient prêts à utiliser un outil comme on veut faire, etc., ou une application, enfin, ou peu importe. Ça va montrer au final, ça va prouver le marché. Ça va dire, ok, bah, du coup, mon marché réel, il est de temps. L'attraction, ça ne peut se prouver que par des éléments concrets, business, qui ont été mis en application. Donc, encore une fois, ça va être le chiffre d'affaires, une croissance, mais ça ne pourra pas être une étude de marché. Une étude de marché, ça ne démontre pas l'attraction pour un produit ou un service. Parfait. Sébastien qui est en train de nous écrire une petite question, je sens. C'est ça. Sébastien, nous sommes pendus à ton clavier. Ah, c'est finalement, j'ai fait pile nuit. Sinon, j'avais prévu un petit pitch deck d'exemple. Si on a le temps. Oh, si tu as un petit pitch deck d'exemple à montrer, ça peut être pas mal en vrai, de montrer quelques slides au passage. Mmh. C'est quoi, c'est le pitch deck Dino que tu as en exemple? Ouais. Le pitch deck Dino, c'est vrai qu'il est pas mal, c'est un bon exemple. Alors, Il est un peu passe-partout. Enfin, passe-partout, dans le sens où il peut s'adapter à pas mal de business en tout cas. Est-ce qu'on a des méthodes pour trouver des VC ou des business angels? alors, grosse question. C'est vraiment, ça c'est la question à 3 Malheureusement, il n'y a milliards. pas trop de solutions miracles. Ça va pas du coup passer par on va dire une grosse partie au final, comment dire, événements plus ou moins formels. Alors bon, malheureusement, il y en a pas tant dans la région, il y en a beaucoup plus dans la région parisienne. Après, LinkedIn, c'est un formidable outil pour ça. Parce que de toute façon, faut aussi comprendre comment ça marche un VC. Alors, un business angel, c'est un peu plus compliqué, mais en général, ils sont identifiés, mais c'est plus qu'on ne peut pas savoir si un business angel est ouvert ou pas et si en ce moment il investit ou pas. On peut le savoir. Donc, les business angels, LinkedIn, s'ils sont, enfin, en général, ils se cachent pas, hein, je veux dire, parce que bah, eux leur font comme, enfin, ils ont aussi intérêt à ce qu'on les trouve et qu'on les trouve facilement. Un bon indice, c'est une entreprise similaire qui aurait fait une levée, bah, d'essayer de savoir, de trouver qui a levé, auprès de qui il a fait cette levée. Ça peut être intéressant. Donc ça, c'est pour la partie BA. Pour la partie VC, faut surtout essayer d'identifier justement les fonds, mais après avec des recherches voilà, sur le net ou LinkedIn, ça se trouve. Mais il faut plus essayer surtout de comprendre comment ça marche un VC et savoir où est-ce qu'ils en sont. À savoir que déjà, encore une fois, selon votre projet, est-ce que le fonds a un objet en plus de juste faire de la rentabilité et clairement gagner de l'argent? Il y a des fonds, par exemple, qui sont spécialisés dans l'économie verte, qui va être RSE, etc., qui va toucher
recyclage. Donc si vous financez, la dernière fois, c'est quoi qu'on a vu par exemple, une entreprise là qui est pas loin de chez nous, qui développe des bactéries pour, manger le plastique, manger le pétrole et cetera. Bon, ben, on va dire sûr qu'un projet comme ça, vous cherchez des financements, bon, un fonds tourné à impact vert RSE, bon, ben, il sera beaucoup plus intéressé par votre projet qu'un fonds classique. Par contre, il faut aussi identifier où est-ce qu'il en est le fonds de sa maturité. Parce qu'en fait, comment ça marche un fonds d'investissement? En gros, basiquement, le fonds va lever de l'argent auprès de grands investisseurs, donc ça va être notamment des banques, etc., pour en fait créer un produit qui va être plus risqué que les banques vont pouvoir vendre à leurs clients, mais plus risqué mais plus rentable. Une fois que le VC, enfin que le fonds a cet argent à sa disposition, lui c'est bon, en fait il a gagné parce que sa rémunération est comprise dedans et il n'est pas forcément mandaté au succès. Donc c'est plus que s'il échoue, il aura beaucoup de mal à refaire un fonds plus tard. Et en général, donc, ces fonds sont levés pour une durée de 6 à 8 ans et ils investissent la quasi-totalité de leurs fonds dans les 2 premières années. Donc si vous allez, par exemple, vous adresser à un fonds qui a déjà été créé depuis 5 ans, bon, c'est sûr, en fait, ils n'auront pas, même s'ils adorent votre projet, ils n'auront pas un euro à investir dedans. Donc ça, après, encore une fois, voilà, le milieu de la start-up, des fonds d'investissement, des business angels, c'est pas un très gros milieu et ça va être beaucoup, du coup, de réseautage sur LinkedIn. Mais bien garder quand même ces éléments en tête pour savoir à qui on s'adresse et voilà, savoir où ils en sont et cetera. Ça montrera aussi, que vous savez de quoi vous parlez et que vous n'arrivez pas, entre guillemets, voilà, les mains dans les poches en découvrant, ça voilà, on va dire pour moi le mieux. Après, j'ai pas d'autres, malheureusement d'autres, conseils miracles. C'est vrai que c'est relativement une vraie, enfin, que c'est une grosse problématique, mais voilà, par exemple, votre projet est solide, vous en êtes convaincu, et cetera, des bases de données avec, des mails, ou des LinkedIn de plein de fonds d'investissement, ça se trouve, il y en a plein et justement, une des premières prises de contact, ça peut être, un email un peu soigné avec, le pitch deck en pièces, voilà. Après, vous savez, le VC, il va le lire, normalement en 2 minutes, en 2 minutes 30, 2 minutes 40 et soit ça lui plaît et il vous recontacte, soit il vous recontactera jamais parce que, du coup, il est passé à autre chose en disant: «Non, non, ça va pas susciter assez son intérêt». Voilà, j'espère que j'ai répondu, à ta question. Du coup, là, un petit exemple de pitch deck, le pitch deck qu'on avait dû faire, pour InnoAsis, justement. Donc, voilà, on va dire là, on est vraiment dans une structure très classique. Donc, première slide avec, la catchphrase, pour savoir un peu où est-ce qu'on met les pieds, le logo, la charte graphique. Le pain point, donc nous, on a, par exemple, axé notre pain point sur la dissonance entre le nombre, d'incubateurs, en région parisienne par rapport au nombre d'habitants et le nombre d'incubateurs dans le reste du monde, par rapport, pareil, au nombre d'habitants. Il n'y a pas de raison intrinsèque qui ferait que, les Parisiens sont, plus entreprenants, et ont de meilleures idées pour créer des startups que, le reste de la France. Donc il n'y a pas non plus de raison qui ferait que, voilà, on a au final 200 incubateurs pour 2 millions de Parisiens, alors que dans le reste de la France en entière, on n'a que 400 incubateurs, mais pour 68 millions de Français. Donc ça, c'est le pain point qu'on avait identifié, enfin en tout cas qu'on a mis en avant dans le pitch. Derrière, justement, le qu'est-ce qu'on veut proposer. Donc un réseau avec du coworking, co-living, de l'aide au financement, studio de développement, de la formation, du réseau et de l'événementiel. Et voilà l'expérience, on va dire, qu'on veut proposer avec notre projet. Donc là, vous avez bien compris, c'est OK, maintenant qu'on a identifié le pain point, c'est quoi notre solution? Derrière, un petit état justement de la première traction avec le premier bilan. Là, on l'avait fait maintenant il y a quelque temps, donc c'était un bilan au bout de 2 mois d'exploitation. Donc voilà le premier lieu qu'on a, avec, le premier incubateur, qu'est-ce qu'on a déjà fait en 2 mois, et ça bien sûr, c'est par exemple une slide qu'il faudrait largement mettre à jour aujourd'hui avec, les nouvelles données qu'on a, si on était en phase de levée. Le business model,
Avec voilà, au final, on a plusieurs services, donc le cowork, l'incubation, les services et les franchises et comment ça marche pour chacun. Là, par exemple, c'est une slide, qui est mine de rien assez complexe, hein. Il y a peut-être encore, trop d'infos dessus, mais c'est dû à notre business model. Comment parler de tout, mais sans rentrer dans le détail? Là, voilà, encore une fois, il y a plusieurs sons de cloche. Certains vont dire: «Non, non, il faut être encore plus simple que ça, parce que là, ça sert à rien». Il y en a qui vont dire: «Oui, mais bon, si par exemple vous avez une opportunité de faire des franchises plus tard, bon, il faut quand même le faire transparaître». Derrière, 2 marchés en forte expansion, donc là, on est sur la slide market pour montrer que, voilà, le marché est en croissance et représente un marché assez important. Quelque chose d'un peu actuel, parce que du coup, au moment où on l'avait fait, il y avait, la faillite de WeWork, donc justement, essayer de le tourner comme une opportunité, et expliquer aussi le pourquoi, parce que bon, WeWork, on va dire, ils ont eu pas mal de déboires. La vision avec, du coup, la roadmap, donc comme j'ai dit, aussi bien, avec des éléments, on va dire, concrets, mais tout en ayant, un parallèle business. C'est-à-dire, voilà, autant aussi bien, on va dire, on a notre roadmap de qu'est-ce qu'on va faire de trimestre en trimestre, mais on garde quand même, dans le rétro, mais voilà, concrètement, normalement, où est-ce qu'on en sera niveau business avec cette roadmap? L'équipe, donc là, voilà, et aussi les perspectives de recrutement, c'est aussi important, encore plus important selon nos interlocuteurs, notamment la BPI. Ils aiment bien savoir qui crée des emplois. Et voilà, la slide, normalement, là, il faudra essayer de contact. Donc là, par exemple, il manquait la slide, de la demande. Mais au moment où on s'est prêté au jeu de faire un pitch deck, on n'était pas en phase de levée, donc ça ne sert à rien de faire une slide, on va dire avec des chiffres au hasard. Mais voilà, par exemple, un exemple de pitch deck, alors qui est pas parfait, hein, il y aurait forcément des choses à améliorer, mais ça peut vous donner, voilà, une idée, de ce à quoi ça peut ressembler, et en tout cas, ce qu'on conseille, comme, comme type de rendu. Ouais. Et à, Je sais pas s'il y a et à d'autres noter questions? que le rendu vraiment graphique du pitch deck, des slides, retranscrit aussi mine de rien l'ambiance et le business en lui-même, quoi. Et c'est aussi important parce que bon, vu que c'est le seul support visuel qu'auront les personnes qui vous écoutent, il faut arriver à faire retranscrire votre vision au maximum. Et donc ça passe par le storytelling, par la partie graphique, par ce que vous allez raconter derrière, par les chiffres, etc. Mais il faut vraiment mettre toutes les cartes de son côté. Si la partie graphique de votre pitch deck est un peu neutre et qu'elle ressemble à un tableau Excel, bon, ça marche, ça marchera vachement moins bien. Mmh. Et voilà. Ah ouais, non, non, clairement, hein, il faut réussir à se démarquer aussi à ce niveau-là, voilà, de se détacher des frames entre guillemets toutes faites, qu'on peut trouver sur PowerPoint, et que du coup, voilà, sont ultra classiques. C'est d'avoir, voilà, de susciter aussi l'attention à ce niveau-là, de dire: «Ah bah tiens, c'est vrai que c'est joli, en tout cas ça ressemble pas à tout ce que j'ai vu passer, dernièrement». Mais bon après, de toute façon, c'est sûr que ça demande, encore une fois, du temps et de l'énergie, mais il faut que vous ayez conscience aussi de ça. Un pitch deck, ça se fait pas en claquant des doigts, voilà, du matin. Enfin, c'est, ça va vous demander quand même, beaucoup de taf. C'est-à-dire pour faire un bon pitch deck, bien construit, bien clair, voilà, qui ressemble à quelque chose, joli, et cetera. Et voilà, ça va vous demander beaucoup de travail de le faire, puis ensuite, de l'essayer, de continuer à de l'améliorer, voilà, mais c'est important, voilà, de le garder à jour, surtout quand vous êtes en démarche, pour ensuite faire des levées, et de toute façon, encore une fois, hein, c'est quelque chose qu'on va vous demander, c'est devenu un peu, l'exercice obligé, Mm, mm, mm. Ah ouais, même quand vous allez chercher, parce que ça nous arrive aussi en tant que studio cette fois-ci, en tant que studio de développement, donc même quand après vous allez chercher soit une équipe, des développeurs en interne, des associés, etc., vous allez aussi avoir besoin de ce pitch deck pour aller les convaincre de vous rejoindre. Mais même sur après des agences, des studios de développement ou quoi, ou des personnes extérieures, des freelances qui vont travailler sur votre projet, euh,
personnellement, en tout cas, je trouve ça super important d'avoir accès à ce pitch deck pour comprendre l'entreprise en fait au final, parce que quand on va démarrer la construction du projet, on va démarrer de zéro. Et la seule attache qu'on a, c'est le pitch deck c'est le pitch deck de l'entrepreneur. C'est ça qui va nous permettre après de construire le projet et d'aller dans son sens. Donc c'est aussi ultra important pour aller chercher des associés, des partenaires, etc., qui sont pas forcément aussi des investisseurs. Ah ouais, bah, de toute façon, c'est un des meilleurs supports de communication pour communiquer avec les tiers de manière générale et convaincre. Alors, effectivement, ça peut être aussi bien convaincre de vous rejoindre ou de vous financer, mais d'une certaine manière, c'est vous rejoindre quand même hein, dans l'aventure. Mais mm, c'est euh, c'est effectivement un bon outil. Mais après, encore une fois, on revient à ce qu'on disait au tout début. Du coup, bien garder en tête de l'adapter, qu'est-ce que si par exemple, voilà, vous faites votre pitch deck, lors d'une, campagne de recrutement pour, pour convaincre des jeunes talents de vous rejoindre, bah, vous allez le tourner de manière, très différente, et il y a certains éléments, on va dire, qui seront beaucoup moins importants et d'autres qu'il faudra au contraire mettre en avant, heu, donc toujours bien réfléchir à ça. Qui sont vos interlocuteurs? Qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Comment tourner la chose, parce qu'à chaque fois, vous allez raconter la même histoire, hein, vous allez raconter l'histoire de votre entreprise. Mais la même histoire racontée différemment, ne sera pas du tout prise, de la même manière. Ok. Et je Écoutez, regarde je pense qu'on a fait le tour. Guillaume qui du coup est développeur aussi visiblement et qui lui fait mmh, pareil, qui demande lui aussi des pitch decks pour démarrer les projets. Donc voilà, comme quoi on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls. Écoutez, on va se dire à bientôt. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous d'être venus. Le prochain sera pas jeudi prochain cette fois parce que je ne suis pas disponible et c'est moi qui l'anime. Donc je serai là mardi prochain. Et là on parlera de commercialisation de SaaS. Un vaste sujet encore qui mériterait peut-être même plusieurs webinaires. Mais en tout cas, voilà, on va parler de commercialisation de SaaS, comment on peut faire, quel levier on peut mettre en place pour aller commercialiser son SaaS, et à quoi il faut s'attendre quand on démarre de zéro, et principalement surtout qu'on n'est pas un commercial, qu'on n'a pas déjà fait ça. C'est un milieu extrêmement compliqué. C'est très très dur d'aller chercher les premiers clients. Et de les faire payer, surtout parce que les premiers clients, sur un SaaS, on va trouver des clients gratuits, ils vont tester l'application, ils vont utiliser le SaaS gratuitement. Mais comment est-ce qu'après on arrive à leur faire sortir l'argent du porte-monnaie? C'est aussi tout autre problème. Donc voilà, c'est tout pour nous. Je vous dis bon appétit, si c'est pas déjà fait. Puis à mais bientôt. merci. Merci. Merci à tous, de nous avoir suivis et à bientôt.